Salut les petits loups! Étrange? Vous avez dit étrange? Comme c'est étrange! Les cadeaux diplomatiques sont une offrande en vue d'échanges pacifiques, un symbole d'amitié entre deux pays ou une expression de gratitude et de reconnaissance. Mais ils sont parfois surprenants et causent d'embarras. Je me propose de vous présenter quelques-uns des cadeaux diplomatiques les plus étranges offerts aux leaders mondiaux. Invasion de dragons. Lorsque Ronald Reagan, l'ancien président des États-Unis, a visité l'île indonésienne de Bali en 1986, le président Suharto a présenté une paire de dragons de Komodo comme cadeau au Zoo national de Washington. 4 ans plus tard, en 1990, Suharto récidive en offrant de nouveau au président George W. Bush le même cadeau. Le dragon de Komodo est certes un des animaux emblématiques de l'Indonésie, et le recevoir comme cadeau un grand honneur pour le pays. Mais deux couples qui ont entre-temps engendré 32 petits, messieurs les présidents des États-Unis, malgré tout l'agrément d'une telle visite, réfléchissez avant de retourner en Indonésie. Étrange vidéo. L'ancien secrétaire américain à la Défense, Ronald Rumsfeld, a rencontré l'ancien président Saddam Hussein en 1983 en pleine guerre contre l'Iran, afin de rétablir des relations diplomatiques rompues depuis 1967 entre les deux pays. Donald Rumsfeld a donné à Saddam Hussein des cadeaux sortant de l'ordinaire, comme un marteau médiéval ou encore des bottes de cow-boy dorées. Or, en retour, Saddam Hussein lui a offert une étrange vidéo de torture sur les animaux. Le film montrait en effet les séquences de soldats de l'armée syrienne coupant des têtes de serpents avec leurs dents, et d'autres en train de poignarder un chien. Par cet étrange présent, Saddam Hussein visait à s'assurer le soutien des États-Unis contre la brutalité du régime syrien, son vieil ennemi, en vue d'une éventuelle future action. Quelle ménagerie! Au XIIIe siècle, le roi Henri III d'Angleterre reçut en cadeau de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric de Hohenstaufen, qui venait d'épouser sa sœur, 3 léopards, ou lions selon les sources, qui furent hébergés à la Tour de Londres. Quelque temps plus tard, ils furent rejoints par un éléphant africain, cadeau de Louis IX de France, plus connu sous le nom de Saint-Louis. Mais l'aventure n'allait pas s'arrêter là, car il devait également se voir offrir par le roi Haakon IV de Norvège un ours polaire, qui était autorisé à nager dans la Tamise pour se nourrir. Vous imaginez la stupeur des pêcheurs devant cette concurrence pour le moins inattendue. Une esclave à la cour de la reine Victoria. Alors que l'Angleterre met en place un blocus devant les côtes du Dahomey, l'actuel Bénin, afin de faire cesser la traite des esclaves, le roi Guizou, ou Guézo, sur les conseils de l'officier de marine britannique Frederick Forbes, offre à la reine Victoria une esclave, cadeau du roi des Noirs à la reine des Blancs. En réalité, cette prisonnière destinée à être sacrifiée fut ainsi sauvée. Par un étrange retournement de situation, la reine, impressionnée par l'intelligence de la jeune fille baptisée Sarah, devait en faire sa filleule et lui faire donner une parfaite éducation britannique. Cadeau pharaonique. En 1830, Mehmet Ali Khedive, vice-roi d'Égypte, offre à la France en témoignage de sa bonne volonté les 2 obélisques dressés devant le temple de Luxor. Somptueux cadeau s'il en est, mais quid du transport? Devant le coût faramineux prévu pour cette opération, 2,5 millions de francs, il fut décidé que seul un des 2 obélisques ferait le voyage. Un bateau est spécialement construit à Toulon, un canal est creusé permettant de remonter le Nil jusqu'à Luxor, et le transfert dure 4 ans jusqu'à ce que le premier obélisque soit dressé au centre de la place de la Concorde en 1836. Le second obélisque, resté sur place, sera officiellement restitué à l'Égypte par François Mitterrand lors de son premier septennat. Retour de politesse oblige, Louis-Philippe offrit à l'Égypte en 1845 l'horloge en cuivre qui orne la citadelle du Caire, qui n'aurait jamais fonctionné, dit-on. Qu'offrirait la Chine sans ses pandas?
Depuis 14 siècles, la Chine s'est rendue célèbre pour sa diplomatie du panda. Dès le 7e siècle, l'impératrice chinoise Wu Zetian en offrait au Japon. Plus récemment, la Chine a fait don de pandas aux États-Unis pour les remercier de leur implication contre le Japon dans la Seconde Guerre mondiale. En 1972, la diplomatie du panda fut réactivée lorsque la Chine en offrit 2 au président Nixon en remerciement de sa visite. En 1973, ce fut au tour de la France de Georges Pompidou de recevoir 2 pandas, etc., jusqu'en 1984. Depuis cette date, les pandas sont seulement prêtés. DVDs illisibles. En 2009, en échange d'un porte-crayon taillé dans le bois d'un vaisseau anti-esclavagiste d'une valeur de 16 000 $, le président américain Barack Obama a offert à l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown un ensemble de 25 DVD regroupant une sélection de films américains classiques. Mais le ridicule ne s'arrête pas là. En effet, le dirigeant de la plus grande puissance mondiale semble ignorer le fait que les codes des DVD américains ne sont pas déchiffrables sur les lecteurs européens. Voilà ce qu'il en coûte de pécher, Mr. President. Le Maroc n'est pas réputé être regardant en matière de cadeaux diplomatiques, et certes, George W. Bush confessait avoir la pêche pour Hopi, mais de là à se voir offrir un bocal d'appât d'une valeur de 3 $ par Mohamed VI. Mais rassurez-vous, ce n'était qu'un clin d'œil. Cet étrange présent était accompagné d'un superbe poignard incrusté de pierreries. Ce n'était cependant pas le cadeau le plus étrange que George W. Bush ait reçu durant sa présidence. La Pologne lui a offert un livre sur la lutte contre le terrorisme et le président argentin Kirchner plus de 136 kilos de moutons. Descendre. Après avoir réussi à occuper la Hollande, la Belgique et la France en quelques mois, Hitler songea à sécuriser son autorité dans le pays par un geste à l'adresse de Pétain afin de lui acquérir un large soutien populaire et l'aider ainsi à renforcer son influence sur la moitié sud de la France qui échappait encore à son emprise. Pour ce faire, il eut pour idée le cadeau diplomatique, la restitution à la France des cendres de Napoléon II, le fils de l'empereur qui reposait à Vienne où il vivait lors de son décès en 1832. Mais en lieu et place de la glorieuse cérémonie rêvée, ce fut de nuit, en catimini, que les cendres du fils de Napoléon Ier arrivèrent à la gare de l'Est et furent transportées aux Invalides. Bref, ce fut un fiasco ignoré du plus grand nombre des Français, auquel ni Hitler ni Pétain ne participèrent.